Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme de nombreuses personnes, vous avez sans doute vu le film Les Survivantes, qui est la preuve d'une conscientisation en France sur le problème de la pédocriminalité. Pédophilie, c'est l'amour des enfants, on devrait plutôt parler de pédocriminalité. Ce sont des criminels qui s'en prennent sexuellement aux enfants, c'est quelquefois les leurs ou quelquefois d'autres personnes. Il y a beaucoup de recherches scientifiques qui ont été faites sur la pédophilie pour comprendre comment fonctionnait la pédophilie. Il y a quelques semaines, j'ai mis une vidéo en ligne qui est le fruit du travail d'un laboratoire en Suisse qui a mis en évidence que les personnes victimes d'actes pédophiles et les pédophiles eux-mêmes avaient une signature sur leur épigénétique qui modifiait leur chimie. Il y a véritablement une odeur chimique du pédophile ou de la personne qui a été agressée par un pédophile, une odeur particulière. Cette odeur présente, elle est transgénérationnelle, elle est transmise par l'épigénétique, ce qui fait que une personne de votre famille a pu être agressée sexuellement, vous avez vous-même cette signature chimique et vous avez plus de chances de vous faire agresser par un pédophile qui va sentir, un pédocriminel qui va sentir cette odeur. Généralement, on s'aperçoit que dans bon nombre de cas, 80 à 85%, les pédocriminels ont été eux-mêmes victimes, de pédophilie. C'est-à-dire que la pédophilie est maintenant, on sait que la pédophilie peut être détectée avec une certaine signature chimique, donc les pédophiles ne passeront plus à travers les mailles du filet, puisqu'on est capable de détecter à leur sécrétion hormonale qui sont des pédophiles. Et on va pouvoir aussi entreprendre un traitement, parce que évidemment le but c'est pas de stigmatiser ces personnes, c'est des malades, c'est des prédateurs. Alors généralement c'est des gens qui socialement on n'a rien à leur reprocher. Socialement les pédophiles ils font tout pour paraître des pères exemplaires, des professionnels exemplaires, etc. Et des personnes très engagées dans la société pour justement rendre le change et être complètement influencé par la pédophilie. Ces dernières années, je me suis beaucoup penché sur la question de la pédophilie parce que j'étais en contact à travers mes activités de lama avec un bon nombre de personnes qui avaient été victimes de prédateurs sexuels, que ce soit leur père, ou que ce soit un oncle, ou que ce soit une personne de l'entourage. En règle générale, l'agression pédocriminelle, elle est deux fois sur trois, elle est commise dans le cadre de la famille. Et donc pour les victimes, c'est extrêmement traumatique, c'est un fait qui est extrêmement traumatisant et qui souvent va les invalider pour toute leur vie. Un autre fait aussi auquel j'ai été confronté, c'est que les pédocriminels se défendent entre eux, c'est-à-dire ils se reconnaissent entre eux. Par exemple, un pédocriminel va prendre un avocat pédocriminel et ils vont intriguer pour tomber sur un juge pédocriminel. Et ça vous explique pourquoi, à l'intérieur de la police, à l'intérieur de la justice et même à l'intérieur du carcéral, il y a des véritables collections comme ça, des véritables paniers de crabes qui lient des pédocriminels. Ils se reconnaissent entre eux. Souvent, les homosexuels ont ce qu'on appelle le guédard, c'est-à-dire que les homosexuels se reconnaissent entre eux. C'est pareil avec les pédocriminels, ils se reconnaissent entre eux, et tout comme il y a d'une certaine façon une mafia homosexuelle, il ne faut pas se le cacher, avec des arrangements, des passe-droits, il y a une mafia de pédocriminels. Et très très souvent, je me suis aperçu que les avocats des pédocriminels étaient eux-mêmes des pédocriminels et même, quelquefois même, les avocats des victimes étaient eux-mêmes des pédocriminels. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Dutroux en Belgique. Alors la pédocriminalité, c'est certainement quelque chose de très dur à voir, à vivre. Les pédocriminels ont une odeur chimique particulière, ils se transmettent ça de génération en génération. Quelquefois, la personne n'est pas pédocriminelle, mais elle a cette empreinte chimique et elle va influencer les personnes de son entourage. Avec la pollution électromagnétique qui est autour de nous, il faut bien comprendre que nos émissions électromagnétiques sont plus fortes, donc nos émissions hormonales. Et il m'est arrivé
dans mes études de voir que une personne qui avait un profil de pédocriminel et qui n'était pas pédocriminel rendait les personnes dans son entourage elles-mêmes pédocriminelles. Généralement, autrefois, dans les sociétés traditionnelles, les homosexuels, les pédocriminels étaient écartés de la société. La plupart du temps, ils étaient tués, ce qui permettait de régler définitivement le problème, puisqu'ils n'avaient pas d'enfants et n'allaient pas transmettre cette signature génétique et cette signature chimique. Donc les pédocriminels étaient exterminés. La pédocriminalité, elle a eu beaucoup de succès, on pourrait dire, au Moyen-Orient. On a des phrases terribles dans le Talmud qui codifient la pédocriminalité, dans le Talmud de Babylone, où les rabbins expliquent quelles sont les conditions pour avoir des rapports sexuels avec des bébés, des enfants et y compris ses propres enfants. Donc, pour que les rabbins en soient venus à prendre ce genre de directive, imaginez d'abord l'ampleur de la pédocriminalité et le fait que même des rabbins étaient devenus eux-mêmes pédocriminels et modifiaient la Torah pour la mettre en accord avec la pédocriminalité. C'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. J'avais attiré plusieurs fois votre attention sur un article très intéressant d'un pasteur, le pasteur Witkowski, qui nous explique que tout comme l'homosexualité avait été légalisée, il fallait légaliser la pédophilie, la pédocriminalité et accueillir les pédocriminels à l'intérieur des églises avec leurs familles et accepter qu'ils soient des pédocriminels. Alors, ce pasteur Witkowski, il n'est pas une exception. Si vous tapez Witkowski et si vous tapez pédocriminalité, il y en a encore un qui s'est fait arrêter en 2022, un en 2021, un en 2020, un en 2019, 2018, 2017, etc. Si vous tapez le pédigré de cette famille-là, vous voyez que dans le monde entier, elle est confrontée à des actes de pédocriminalité. C'est une famille où la pédocriminalité est extrêmement présente. Et l'explication, c'est justement que la pédocriminalité est présente comme une signature chimique et elle est présente sur l'épigénétique. Peut-être vous êtes juriste comme moi, vous êtes allé à l'université en droit et on vous a parlé de l'homo criminalis à l'Institut d'études de criminologie de Toulouse. Eh bien, on nous avait présenté les théories de Lombroso sur l'homo criminalis, mais surtout des études statistiques, notamment celle d'une famille américaine dont les 800 membres étaient tous impliqués dans les crimes les plus épouvantables. Donc, jusqu'à présent, on pensait qu'il y avait des causes, qui étaient des causes culturelles, qui étaient des causes, différents types de causes, mais on ne pensait pas qu'il y avait véritablement un marqueur génétique. Eh bien, la science est en train de découvrir qu'il y a effectivement un marqueur génétique. C'est-à-dire, en plus des analyses statistiques qui montrent que c'est certaines familles, en plus de l'éducation, il semble bien qu'il y ait quelque chose au niveau des gènes. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu des pédocriminels qui étaient en thérapie. J'ai mis aussi dernièrement une émission sur ma chaîne Telegram de pédocriminels en thérapie en Suisse. Et ce qui était intéressant, c'est de voir comment ce pédocriminel justifiait les abus sexuels qu'il avait commis sur ses enfants la nuit, en pensant que ses enfants ne s'en souviendraient pas. Enfin, c'est un témoignage qui est assez touchant. C'est une émission qui est assez longue, qui dure une quarantaine de minutes, de la TSR, donc vous retrouverez sur ma chaîne Telegram. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que ce pédocriminel a pris la décision de se dénoncer lui-même, ce qui lui a évité la prison. Voilà. Parce que la plus grande terreur des pédocriminels, c'est évidemment d'être dénoncés et ils sont prêts à tuer leurs victimes ou tuer les personnes qui pourraient les dénoncer. Évidemment, ils vont chercher un policier pédocriminel, ils vont chercher un avocat pédocriminel, un juge pédocriminel pour se protéger. Et on a vu en France pendant très longtemps, et aux États-Unis avec l'affaire Epstein, que la pédocriminalité faisait partie d'une vaste stratégie avec la drogue. Une stratégie de contrôle des élites dirigeantes qui sont contrôlées. On prend des gens qui ont un profil de pédocriminel parce qu'ils sont plus faciles à contrôler à cause de leur pédocriminalité, ou les toxicomanes parce qu'ils sont plus faciles. Quand on contrôle une marionnette avec la drogue ou ses activités sexuelles, elle est plus facile à contrôler. Autrefois, l'homosexualité, par exemple en Russie, était utilisée comme instrument de chantage. Tout simplement parce que de la même façon, l'épigénétique
et notre émission chimique lorsqu'une personne est homosexuelle ou lorsqu'il y a une propension à l'homosexualité dans une famille, il y a une signature psychique particulière. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois depuis plusieurs années dans des vidéos parce que je suis en contact avec la communauté homosexuelle. Il y a des gens qui vivent très mal leur homosexualité et donc j'explique en général le comportement du gène XQ28 qui explique le comportement homosexuel avec, alors bien sûr la pédocriminalité c'est une chose, l'homosexualité c'est une autre. Mais certains pédocriminels qui s'en prennent à des garçons sont aussi des homosexuels. Donc il y a une forme de pédocriminalité homosexuelle et il y a une pédocriminalité hétérosexuelle. Là, on parle vraiment de l'homosexualité en tant que trouble du comportement. Ce trouble du comportement, il est génétique, il est lié à une certaine signature chimique qui explique que les homosexuels se reconnaissent entre eux. Et donc, j'accueille très volontiers les personnes homosexuelles qui vivent mal leur homosexualité ou qui veulent cesser d'être homosexuels. Il y a plusieurs personnes qui sont rentrées en thérapie avec moi parce qu'il faut comprendre qu'en réalité, c'est une signature génétique qui est liée à notre ancestralité de primates. Je mets à la suite une vidéo qui vous explique le comportement des chimpanzés, qui est faite de façon assez humoristique. Mais certains êtres humains, certains hommes sont exactement dans le profil du chimpanzé. Ils sont agressifs, ils baissent des enfants, ils tuent des enfants, ils le dévorent, etc. C'est des comportements qui existent chez les chimpanzés. C'est pas tous les chimpanzés, mais ça existe chez certains mâles chimpanzés qui ont ce genre de comportement. Il y a des chimpanzés qui sont tout à fait paisibles, tout à fait bien éduqués, etc. Mais il y a des chimpanzés, des hordes de chimpanzés qui sont de véritables maniaques sexuels, des agresseurs, etc. Et figurez-vous que c'est ceux qui essayent de se faire le plus passer socialement. Les gardiens de zoo arrivent d'ailleurs à observer leur comportement et les identifier tout de suite. Les chimpanzés sont des monstres et vous êtes clairement pas prêts pour ce qu'ils font à leurs gosses. Quand ces psychopathes ils attaquent, ils visent spécifiquement la tête mais aussi les couilles. Je vous laisse juste imaginer ce qu'il en reste. Ils organisent des raids dans les clans rivaux pour kidnapper les femelles et les bébés, les torturer et leur faire des trucs. En plus, ces psychopathes c'est des commères. Dans les communautés de chimpanzés, les mâles dominés ils propagent des fausses rumeurs sur le chef pour semer le chaos dans le groupe et se créer une opportunité pour attaquer le mâle dominant. Et le pire dans tout ça, c'est que les chimpanzés ils sont ultra intelligents et qu'ils ont une certaine conscience de leur action. Ça fait partie des quelques animaux qui choisissent volontairement d'agir en bien ou en mal et qui du coup choisissent d'eux-mêmes de faire tous ces trucs horribles. Et du coup pour finir, ces grands malades ils mangent leurs bébés. Ça a déjà été observé que des darons chimpanzés mangent leurs enfants encore vivants et d'ailleurs ça serait pour ça que les mères chimpanzés elles se cachent quand elles vont accoucher. C'est même pas nutritif pour eux et quand c'est arrivé les mâles ils avaient la chiasse juste après. Alors pédophilie, infanticide, dénonciation calomnieuse, etc. C'est pas la spécificité des êtres humains ou de certaines familles, vous voyez que c'est inhérent aux primates. Donc il y a des êtres humains qui sont des êtres moraux, et puis il y a des êtres humains qui ressemblent à des primates, qui vont être violents, qui vont commettre des infanticides, qui sont pédophiles, qui sont extrêmement manipulateurs, menteurs, qui commettent des dénonciations calomnieuses. Il n'y a pas que Mumu de Marseille, la chimpanzé, qui précipite des lettres de dénonciation calomnieuse avec son avocat pédophile pour son copain pédophile. Eh bien, ça existe aussi chez les singes. Et méfiez-vous si on leur donne l'écriture. Dans les communautés de chimpanzés, les mâles dominés ils propagent des fausses rumeurs sur le chef pour semer le chaos dans le groupe et se créer une opportunité pour attaquer le mâle dominant. Et le pire dans tout ça, c'est que les chimpanzés ils sont ultra intelligents et qu'ils ont une certaine conscience de leur action. Dans mon expérience personnelle, en étant venu en aide à des personnes homosexuelles, aussi à des personnes pédocriminelles qui voulaient sortir de la criminalité, eh bien je me suis aperçu comme c'était difficile de sortir de ces comportements qui sont induits par la génétique et la chimie. J'ai en souvenir un pédocriminel il y a quelques années que j'ai trouvé en train de se masturber dans les toilettes, blanc, parce qu'il y avait une gamine à côté qui était en transe comme ça, et dans un état hormonal qui était complètement transgénérationnel, qui correspondait, lui-même avait été victime d'abus sexuels de son père, et sans doute son père, de son grand-père. Il y a des générations comme ça de pédocriminels en réalité. Alors il faut savoir que quand on est dans une famille, on est victime de cette génétique. L'essentiel c'est de ne pas passer à l'acte. Et je pense que quand on est passé à l'acte, l'important c'est de se dénoncer pour ne pas reproduire les faits. C'est des faits qui doivent être dénoncés. C'est-à-dire si vous avez été victime d'un abus pédocriminel, j'étais encore en contact il y a 3 semaines avec quelqu'un qui a été victime d'abus pédocriminels de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge adulte,
par un producteur français très connu d'une famille où on a apostasié le judaïsme. Et donc je me suis interrogé pour savoir si dans cette ethnicité amorite et cette ethnicité khazare, qui est surreprésentée dans la pédocriminalité, eh bien on n'avait pas à nouveau la preuve d'une transmission génétique, c'est-à-dire une transmission par l'épigénétique avec véritablement une signature chimique et donc olfactif des pédocriminels. C'est super que la science ait découvert ça parce qu'on va pouvoir, avec de simples tests chimiques et de simples tests génétiques, identifier si une personne a une propension à la pédocriminalité ou si elle est déjà passée à l'acte. Et dans ce cadre-là, eh bien, ça ouvre une opportunité thérapeutique. Autrefois, et ils ont cette peur engrammée, on tuait les pédocriminels, c'était la loi, qui touchait un enfant devait être assassiné. Les rabbins ont essayé d'encadrer ça en créant des règles qui nous paraissent, nous, très choquantes, mais les rabbins confrontés à une telle propension à la pédocriminalité, dans le Talmud, ont codifié les règles de la pédocriminalité. On est quand même maintenant des peuples qui sont loin des Amorites, loin de cette ethnicité turco-mongole, khazare, etc., ouïghour, etc., qui avait cette propension à la pédocriminalité. L'homme s'est beaucoup éduqué et surtout la science, elle nous ouvre une ère thérapeutique qui est absolument géniale parce qu'à partir du moment où on sait qu'il y a cette détermination dans la chimie, dans l'épigénétique, on peut mettre en place des thérapies. Jusqu'à présent, on avait seulement des thérapies où on invite la personne à se dénoncer, à se mettre dans un contexte où elle ne peut pas récidiver, réparer ses erreurs. Mais véritablement, maintenant, on va pouvoir venir en aide aux victimes, qui sont d'ailleurs programmées à être des auteurs, et on peut aussi venir en aide aux auteurs, parce que ça reste des êtres humains, et que l'époque où on tuait les gens parce qu'ils étaient pédocriminels, eh ben, elle est révolue. C'est pas pour autant qu'on doit légaliser la pédocriminalité, moi je suis contre, mais on doit venir en aide aux pédocriminels en expliquant que c'est une caractéristique génétique, chimique, et que de toute façon, même s'ils sont en abstinence, ils sont tout le temps en situation de rechute. Donc il y a sans doute un boulevard en matière thérapeutique qui s'ouvre parce qu'il y a une population, il y a environ 0,3% de la population mondiale qui est pédocriminelle, donc c'est énorme au niveau des chiffres, et ce qui est très dangereux, c'est quand ces pédocriminels sont identifiés dans la police, dans l'armée, dans la justice ou dans les impôts, parce que justement on a un instrument de pression pour pouvoir manipuler ces gens-là. C'est pareil au niveau médical, vous avez vu encore à Marseille dernièrement, il a fallu je sais pas combien d'années pour que, comme dans l'affaire Le Squarnec dans l'ouest de la France, pour qu'un pédocriminel soit dénoncé. Dans le film Les Survivantes, vous avez vu que 100 médecins ont été sanctionnés par l'ordre des médecins pour avoir dénoncé des faits pédocriminels. Dans une des personnes que j'ai eues en thérapie, elle gardait des enfants, elle a dénoncé le fait qu'on l'obligeait à confier ses enfants le week-end et que les enfants revenaient comme des pandas. Elle l'a dénoncé au médecin, le médecin l'a vu, le médecin n'a pas réagi parce qu'il savait qu'il serait sanctionné. Donc il y a une espèce d'omerta, il y a une espèce de colonne de la pédocriminalité en France qui a poussé l'arrogance d'ailleurs jusqu'à avoir pignon sur rue aux éditions Gallimard avec des gens comme Matzneff qui, à l'heure de grande écoute, expliquait qu'il sodomisait des garçons et des filles de 11 ans. Voilà, et que c'était très chic, et que c'était etc., et Bernard Privoux était complice de ces actes. Donc l'époque, elle a tourné, il faut considérer les pédocriminels pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens malades, et leur venir en aide sans les stigmatiser, mais encore faut-il qu'ils admettent d'être pédocriminels et qu'ils acceptent de se faire soigner, en sachant qu'il y a une contamination. J'ai le cas par exemple d'une personne que j'ai eue en thérapie et qui est un pédocriminel, qui avait été violé par son père, donc il y avait le engrammage des deux côtés, et autour de lui, dans son environnement professionnel, il a passé sa carrière à avoir autour de lui des gens qui tombaient dans la pédocriminalité. Et c'est justement un des effets de la psychotronique, en augmentant le signal électromagnétique des personnes, elle augmente le signal chimique, et par influence, un pédophile,
un pédocriminel peut rendre d'autres personnes dans son entourage pédocriminels. Et c'est vraiment une ère de thérapie qui s'ouvre pour pouvoir protéger les victimes et puis aussi aider les auteurs à se soigner et surtout les écarter du pouvoir, parce qu'il n'y a rien de pire que pour un pédocriminel d'avoir un avocat pédocriminel, d'avoir la complicité d'un juge et d'un policier pédocriminel. On est véritablement là dans une mafia. On parle souvent de la mafia maçonnique ou de la mafia homosexuelle, mais il y a une mafia pédocriminelle qui gangrène les institutions et qui nuit à la société. Et combien de générations ces gens-là, parce qu'un pédocriminel peut aller jusqu'à violer 600 enfants. Donc vous imaginez comment il y a une diffusion sur l'épigénétique et sur la chimie des tendances pédocriminelles, ce qui explique pourquoi certains peuples se sont retrouvés plus impliqués dans la pédocriminalité, en particulier les Khazars, ce qui a mené les rabbins d'ailleurs à statuer sur ce sujet pour encadrer. Alors ça paraît très choquant à notre époque, mais sans doute à l'époque où les rabbins ont écrit ces textes d'encadrement de la pédocriminalité était encore plus présente, encore plus sauvage, et les rabbins, je justifie rien, ont essayé de la moraliser. Okay. Donc à notre époque, maintenant, on n'est plus dans une période de moralisation, on est vraiment dans une période où on doit démasquer les gens et on doit les soigner. Si vous avez des problèmes de pédocriminalité, si vous sentez de l'attirance pour des enfants, dénoncez-vous. Allez, dénoncez-vous vous-même. Si vous l'avez fait, dénoncez-vous, c'est le meilleur service que vous pouvez vous rendre. Si vous avez des tendances, allez voir un psychiatre et parlez de vos tendances pédocriminelles. N'attendez pas, parce que généralement la pédocriminalité, elle mène à l'homicide. J'espère que cette intervention sur la base de ce film Les Survivantes aura ouvert votre cœur. La pédophilie, c'est une réalité. Une femme sur 5 est violée, un enfant sur 5 est violé. Vous imaginez, dans une classe de 20 enfants, il y a 4 enfants qui vivent des abus sexuels, dont la plupart dans le cadre de leur famille, et ces enfants se taisent, sont silencieux, sont malheureux et sont marqués pour toute leur vie. Pensons à ces personnes-là, prions-les, ne diabolisons pas les bourreaux, bien souvent ils ont été eux-mêmes des victimes, mais il est très important de leur expliquer qu'il faut se dénoncer, il faut se signaler et il faut rentrer en thérapie. Et on est dangereux pour soi-même et on est aussi dangereux pour les autres. Et on est dangereux pour la société, en particulier quand il y a un programme politique et que ce programme politique, en particulier la gouvernance mondiale, a utilisé comme instrument de chantage la pédocriminalité. On en a la preuve dans l'affaire Epstein et Ghislaine Maxwell, qui à mon avis n'a pas livré tous ses secrets, et on est bien loin d'avoir découvert tout ce qui est lié à ces tendances qui sont héréditaires. Les mécanismes de l'orientation sexuelle sont éminemment génétiques et éminemment chimiques, puisqu'en effet c'est le système hormonal, et on sait que nos réactions hormonales, elles sont dues à nos combinaisons génétiques, et que certains comportements hormonaux vont influer sur notre génétique. Il y a un rapport entre les deux, entre l'hormonal et le génétique. Il y a quelques années, en thérapie, j'avais un étudiant qui avait divorcé, qui avait perdu son travail, etc., parce qu'il avait vécu dans une terreur à un moment de sa vie, c'est qu'il était tombé sous la peur d'être homosexuel. Il était terrorisé par l'idée d'être homosexuel, ça a provoqué son divorce, ça a provoqué sa perte d'emploi, etc. Il était très perturbé, c'était très dur pour lui en thérapie de nous dire qu'il avait peur d'être homosexuel, qu'il s'était posé la question. En réalité, n'ayez pas peur. Si vous posez la question de savoir si vous êtes homosexuel ou non, si vous posez la question de savoir si vous devez pratiquer l'homosexualité ou non, il y a toutes sortes de réponses thérapeutiques. On peut, même si on se sent une prédisposition à être homosexuel, on peut ne pas être homosexuel et être parfaitement épanoui. Et dans le cadre de l'Église catholique, mais aussi dans le cadre du bouddhisme, il y a ce qu'on appelle de l'homo-affectivité, qui vous permet d'avoir une relation homo-affective avec une autre personne, sacralisée dans le cas de l'Église catholique, mais pour autant ne va pas avoir une incidence sur votre vie psychique et sur votre au-delà. Dans le bouddhisme,
quant à l'homosexualité, on ne dit rien sur l'homosexualité féminine, mais sur l'homosexualité masculine, on empêche le rapport sexuel passif anal, parce qu'il a tendance à perturber le système hormonal et à modifier la génétique. Donc il n'y a pas d'interdiction générale, comme dans certaines religions, par exemple dans le judaïsme, au moment du passage en exode à travers le désert du Sinaï, eh bien les Hébreux tuaient systématiquement les personnes qui avaient des tendances homosexuelles et surtout qui pratiquaient le coït anal. Cette histoire est remise sur le tapis bien avant avec l'histoire de Sodome, puisque ça a commencé avec l'histoire de la sodomie de Noé par son petit-fils Canaan et son fils Cham. Voilà, donc il y a une problématique. Pourquoi ? Parce qu'en agissant sur le rectum, on agit sur le système entérovagal, et le système entérovagal, il fait partie, d'un point de vue électromagnétique, aussi de la régulation de notre alimentation, la régulation de nos fonctions hormonales. Donc tout ça est extrêmement lié. Si encore dernièrement une personne est rentrée en contact avec moi pour me dire qu'elle vivait très mal le fait de se sentir homosexuel, eh bien, on peut se sentir homosexuel sans devenir homosexuel. C'est une programmation génétique, une programmation chimique. Et puis, on n'est pas du tout obligé d'être homosexuel, contrairement à ce que dit la psychanalyse freudienne. Dit, eh bien, assume-toi, passe à l'acte. Pas du tout. C'est comme si quelqu'un avait une pulsion, c'est un mauvais exemple, mais je vais le prendre quand même. C'est comme si quelqu'un avait une pulsion criminelle pour se suicider et qu'on lui disait, ben, c'est engrammé en toi, passe à l'acte. Pas du tout. Les religions, elles encadrent aussi notre comportement sexuel. Si vous avez des pulsions homosexuelles et que vous les vivez mal, eh bien, on a une thérapie pour vous. En tout cas, on a un accompagnement. En matière de pédophilie, de pédocriminalité, j'ai eu quelques cas dans mon parcours. Souvent, c'est réussi. Quelquefois, ce n'est pas du tout réussi. En particulier à cause de l'entourage. C'est-à-dire que lorsque l'entourage est complice, lorsque la femme est complice de la pédocriminalité, et c'est souvent le cas dans les familles, la mère sait, mais ne dénonce pas. Et souvent, elle ne dénonce pas pour des raisons matérielles. Donc, mesdames, un petit peu de courage. L'abus sexuel de vos enfants, votre abus sexuel, ce n'est pas normal. Quand on dit non, c'est un viol. Et quand c'est un mineur, c'est un viol. Et quand c'est un membre de sa famille, eh bien, c'est encore pire qu'un viol. Et c'est encore pire que de faire ça avec un mineur. Ça s'appelle l'inceste et c'est puni par le code pénal. Pourquoi ? Parce que socialement, ça porte beaucoup de préjudices. Et d'expérience, j'ai connu des personnes j'ai eu des étudiants qui avaient vécu l'inceste pédocriminel à l'intérieur de leur famille, de leur père, et ça a laissé des traces extrêmement profondes avec des comportements qui ont amené généralement à la prostitution et à l'usage de psychotropes, qu'ils soient légaux ou illégaux. C'est ce qu'on appelle la problématique de la pornéia, les mauvaises représentations, les mauvaises pratiques sexuelles, et de la pharmakéia, qui est la prise d'intoxicants neurologiques. Lorsque au-dessus il y a l'argent, eh bien, ça sécurise les personnes, et on s'aperçoit que d'ailleurs les pédophiles aiment bien avoir de l'argent pour se sécuriser, pour pouvoir se payer des juges, se payer des avocats, se payer des médecins, etc., pour les protéger. C'est une véritable plaie sociale, et surtout ça n'implique pas seulement notre génération, ça implique toutes les générations de l'humanité, puisque c'est en éventail, et qu'un pédophile, par le nombre de victimes, eh bien, imaginez un pédophile qui a eu 600 victimes, si chacune des victimes à son tour devient pédophile ou influence à la pédophilie, on va finir dans des sociétés de pédophiles. C'est ce que voudrait nous imposer le lobby pédophile, qui est un véritable lobby constitué, c'est de légaliser la pédocriminalité. Cette pédocriminalité, on l'a vu, elle a des conséquences transgénérationnelles, chimiques, mais elle a aussi des conséquences comportementales, c'est-à-dire qu'elle va s'étendre. La question, c'est, et si on écoute la propagande du pasteur Peter Witkowski, dont plein de membres de sa famille sont impliqués dans la pédocriminalité, si on légalise la pédocriminalité, on va s'orienter vers une société où la pédocriminalité est devenue une norme. Or, la pédocriminalité est particulièrement nocive pour le développement psychique des individus et même pour la survie de l'humanité, puisqu'en modifiant notre système hormonal, eh bien, qui sait, si ça ne va pas modifier au final les espoirs de vie ou la survie de l'humanité en tant que telle. L'histoire de la Bible
avec Abraham, c'est justement l'intervention divine pour que l'infanticide, le meurtre des enfants dans le ventre des femmes ou en les jetant dans le feu lorsque les enfants sont déjà nés, l'infanticide ritualisé et la pédocriminalité ritualisée cessent, mais aussi la sodomie utilisée comme instrument de domination, tu vois, etc., où je t'ai fait, eh bien, que ça cesse. Donc, ce sentiment où on essaye systématiquement, eh bien, d'une certaine façon, d'enculer les autres et de faire taire les enfants et d'en faire des objets de plaisir et des objets de désir, c'est-à-dire l'enfant qu'on ne désire pas, eh bien, on le tue. Est-ce qu'on veut véritablement aller vers ce genre de société? En tout cas, la société américaine, elle a dit non. Les questions ont été posées aux États-Unis. Il n'y aura pas de légalisation de la pédocriminalité, même en Californie. Et il y a même des lois de renforcement de lutte contre la pédocriminalité. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on risque fort d'avoir des tests de détection chimique qui vont savoir si une personne a des tendances pédocriminelles et si elle est déjà passée à l'acte, ce qui va permettre de neutraliser ces personnes et de les faire entrer en thérapie. Parce qu'elles sont tellement droguées par ce comportement, c'est un comportement addictif. Comme toutes les perturbations hormonales, la pédocriminalité est un comportement addictif. Les pédophiles sont complètement addicts de la pédophilie et sont dans les plus grands, je crois que c'est 97%, l'indice de récidive en matière de pédocriminalité. Donc il est peut-être temps qu'on protège nos sociétés de ces gens-là et qu'on protège ces gens-là d'eux-mêmes. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et on a maintenant, grâce aux thérapies géniques et grâce aux thérapies comportementales, eh bien, le moyen de soigner les personnes, encore faut-il qu'elles se reconnaissent comme étant des malades. À bientôt, ciao.